Ma cousine m'a accusé de l'avoir agressée, et de l'avoir mise enceinte lors de Thanksgiving. Mes parents m'ont renié, ma femme est partie, et j'ai tout perdu. 12 ans plus tard, la vérité a éclaté, et je les ai tous poursuivis en justice, jusqu'à la faillite. Ma cousine a réduit ma vie entière en cendres, avec un seul mensonge. Alors, j'ai disparu, j'ai tout reconstruit à partir de zéro, et j'ai essayé d'oublier qu'ils avaient un jour existé. Mais le passé ne reste jamais enterré pour toujours. Avant d'en arriver là, laissez-moi commencer par le début. Thanksgiving 2013. J'avais 22 ans, j'étais à mi-parcours de mon diplôme d'ingénieur en aérospatial à l'université d'État, et j'étais marié depuis 8 mois, avec ma petite amie du lycée, Brooke. Mes notes étaient bonnes, mon mariage était stable, et l'avenir semblait prometteur. Ma cousine, Vanessa, squattait chez mes parents depuis environ un mois, après avoir perdu son appartement. Elle avait 21 ans, et nous avions pratiquement grandi comme un frère et une sœur. Nos familles vivaient à 3 rues d'écart, donc, pour chaque fête, et chaque anniversaire, nous étions toujours ensemble. Ce Thanksgiving-là, ma mère s'est mise en mode production totale. Je suis arrivé vers midi, pour aider mon père à terminer les rénovations du sous-sol. Vanessa était déjà là, en train d'aider dans la cuisine. Brooke avait pris un service supplémentaire à l'hôpital, où elle faisait ses stages d'infirmière. L'argent se faisait rare, comme nous étions tous les deux étudiants. Elle avait prévu de venir plus tard, pour le dessert, vers 20h. Les travaux au sous-sol ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Mon père s'était trompé dans les mesures d'un coin, et nous avons dû refaire une section entière. Au moment où nous avons terminé, tout le monde était déjà en train de manger. Je suis monté à l'étage, couvert de poussière de plâtre. Vanessa était assise en face de moi pendant le dîner, ayant l'air de plus en plus mal à l'aise, au fur et à mesure que le repas avançait. Sa mère, ma tante Michel, n'arrêtait pas de la harceler avec des questions insistantes, sur ses candidatures à des emplois, et sa recherche d'appartement. Michel avait toujours été comme ça, dirigeant cette famille d'une main de fer. Tu as eu de la chance avec ces candidatures que je t'ai envoyées. Pas encore. Tu dois faire des relances. Tu ne peux pas rester chez ton oncle pour toujours. La tension était ridicule. Vanessa avait l'air de vouloir disparaître. Laisse-la peut-être un peu respirer, ai-je dit. C'est Thanksgiving. Ma tante a reculé, avec un sourire crispé. Vanessa m'a jeté un regard plein de gratitude. Mon oncle Roger a fait une remarque, disant que je veillais toujours sur la famille. Tout le monde s'est remis à manger. Après le dîner, je suis resté dans la cuisine, avec Vanessa et quelques cousins, pour nettoyer. Vanessa lavait la vaisselle à l'évier. Je séchais, et je rangeais les affaires. Merci pour tout à l'heure, a-t-elle dit doucement. Ma mère n'arrête pas de me harceler. Elle est juste inquiète. Tu vas trouver une solution. J'ai l'impression que tout s'effondre. Elle a eu un peu les larmes aux yeux. J'ai pris un mouchoir sur le comptoir, et je le lui ai tendu. Mon oncle Roger est passé exactement à ce moment-là, se dirigeant vers le réfrigérateur. Il nous a vu parler. Il a vu Vanessa s'essuyer les yeux. Ethan, tu es vraiment un bon cousin. Tu veilles toujours sur elle. Il a pris sa boisson, et il est parti. 5 secondes d'interaction, qui allait plus tard être déformée, pour devenir quelque chose qui n'avait jamais existé. Les autres cousins ont terminé, et se sont dirigés vers le salon. Vanessa et moi avons travaillé en silence, pendant encore 10 minutes, puis nous avons rejoint tout le monde. Brooke est arrivé vers 20h. Nous sommes restés jusqu'à 22h, nous avons aidé pour le nettoyage final, puis nous sommes rentrés chez nous. Un Thanksgiving normal. Ce que je n'avais pas remarqué, c'était ma tante Michel, qui observait depuis le couloir, en train de rassembler des preuves. 3 semaines plus tard, c'était la semaine des examens finaux de la mi-décembre. J'étais dans mon appartement, à 14h, un mardi après-midi, plongé dans mes révisions de thermodynamique, quand quelqu'un a frappé à la porte. Des coups agressifs. J'ai ouvert, et Vanessa m'a bousculé, pour entrer dans le salon sans demander la permission. Elle avait l'air détruite, le maquillage coulant sur son visage, les yeux injectés de sang, tremblante, portant un pantalon de survêtement et un grand sweat à capuche, les cheveux attachés en un chignon négligé. Il faut qu'on parle. Ma première pensée a été qu'elle s'était disputée avec ses parents,
qu'elle avait besoin d'argent, ou qu'elle traversait une sorte de crise. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Elle faisait les 100 pas dans mon salon, les bras enroulés autour d'elle-même, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Je suis resté près de la porte, en gardant mes distances, attendant qu'elle se calme assez pour s'expliquer. Je suis enceinte. J'ai ressenti une compassion immédiate, mêlée d'inquiétude. Cela expliquait pourquoi elle était si stressée dernièrement, pourquoi sa mère ne la lâchait pas, et pourquoi elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Tu l'as déjà dit à tes parents? Tu as besoin d'aide pour explorer tes options? Elle s'est tournée pour me regarder. Quelque chose dans ses yeux m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Il est de toi. Le silence s'est abattu sur l'appartement. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. De quoi est-ce que tu parles? Le bébé. Il est de toi, Ethan. Elle sanglotait maintenant, tout son corps tremblant. La nuit de Thanksgiving, après le départ de tout le monde. Tu es revenu à la maison, parce que tu avais oublié tes outils dans le sous-sol. Tes parents étaient déjà couchés. Nous étions seuls en bas, et les choses se sont juste passées. Vanessa, ça n'est jamais arrivé. Vanessa, je suis rentré directement à la maison avec Brooke, ce soir-là. Je ne suis revenu pour aucune raison. Arrête de mentir pour te protéger. Sa voix s'est brisée, devenant plus forte. Tu es revenu vers 23 heures. Tu as dit que tu avais besoin de récupérer quelque chose dans le sous-sol. Nous avons commencé à parler, et tu m'as mis la pression. Tu as dit que ce serait sans conséquence, parce que nous étions de la famille, et que personne ne le saurait jamais. Tu as dit que Brooke s'en ficherait. J'ai tout noté par écrit. La date, l'heure, tout ce que tu m'as dit. C'est complètement dingue. Rien de tout ça ne s'est passé. Je ne t'ai jamais touché de cette façon. Je n'ai même jamais pensé à toi de cette manière. J'avais trop peur de dire non. Tu es plus grand que moi. Tu es mon cousin. Je ne voulais pas causer de problème pour la famille, mais je ne peux plus continuer à mentir. Je ne peux pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Elle était en train de construire l'histoire, en temps réel. Chaque mot rendait la chose plus concrète, plus détaillée, et plus crédible, pour quiconque pourrait l'entendre plus tard. Je le dis à mes parents ce soir. Ils méritent de savoir ce que tu m'as fait, et ce que tu m'as fait subir. Tu n'es pas sérieuse. Ça ne s'est pas produit. Tu sais très bien que ça ne s'est pas produit. J'ai des textos que j'ai envoyés à mon ami ce soir-là, juste après que ce soit arrivé, pour lui dire que quelque chose de grave s'était passé, mais que je ne pouvais pas en parler. J'ai tout le dossier. Mon esprit s'emballait. Elle avait planifié cela. Ces textos étaient une assurance. De fausses preuves plantées là, pour soutenir une histoire qui n'existait pas. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu m'as agressé. Elle l'a crié, assez fort pour que les voisins l'aient probablement entendu. Tu m'as agressé, et maintenant je suis enceinte, et je dois vivre avec ça. Sors d'ici. Tu n'as pas le droit de me jeter dehors. Tu n'as pas le droit de me faire taire. Tout le monde va savoir ce que tu as fait. Elle est alors partie, elle est simplement sortie, et a laissé la porte claquer derrière elle. Je suis resté là, dans mon salon, le regard vide, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Brooke est rentré à la maison, 3 heures plus tard, pour me trouver toujours debout, presque au même endroit, en train de fixer le mur. Et, comment se sont passées les révisions? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. Chaque mot de l'accusation de Vanessa, chaque détail de cette histoire impossible. Elle a écouté, avec son visage impassible d'étudiante en soins infirmiers, ce masque qu'elle utilisait, quand les patients lui annonçaient de très mauvaises nouvelles, et qu'il fallait rester calme. Tu es en train de dire, qu'elle a tout inventé de toutes pièces. Complètement. Rien de tout ça ne s'est passé. Je ne suis pas retourné à la maison ce soir-là. J'étais ici avec toi. Tu t'en souviens? Nous sommes rentrés, et tu étais épuisé par ton service. Nous avons regardé 2 épisodes de cette série que tu aimes, puis nous sommes allés nous coucher. Tu étais souvent chez tes parents pendant cette période, pourtant. Toi et ton père, vous faisiez ces rénovations. Tu y étais genre 3 ou 4 fois par semaine. Mais jamais seul avec Vanessa. Pas une seule fois, et certainement pas à Thanksgiving.
Nous sommes rentrés ensemble. J'ai tendu le bras, pour prendre sa main. Elle s'est reculée. Tu me crois, n'est-ce pas? La pause avant sa réponse a duré 3 secondes. J'ai envie de te croire, mais elle avait l'air vraiment mal en point. Ethan, pourquoi mentirait-elle, sur quelque chose d'aussi grave? Qu'a-t-elle à gagner, à inventer ça? Je ne sais pas, mais je te jure que ça ne s'est pas produit. C'est ta cousine. Tu la connais depuis toujours. Ce n'est pas une inconnue qui essaie de causer des ennuis. Ce qui est exactement la raison, pour laquelle je ne ferai jamais, ce dont elle m'accuse. Brooke s'est assise sur le canapé, et a enfoui son visage dans ses mains. Quand elle a levé les yeux, elle avait des larmes. J'ai besoin d'y réfléchir. C'est vraiment sérieux, et j'ai besoin de temps pour assimiler. Assimiler quoi? Savoir si tu crois ton mari ou non. Ne ramène pas ça à moi. C'est à propos de toi, et de ce dont tu es accusé. C'est à propos de toi, choisissant de croire un mensonge, ou de faire confiance à la personne que tu as épousée. Elle n'a pas répondu à ça. Elle est juste restée assise là, l'air misérable. Ma mère a appelé à 23 heures, ce soir-là. J'étais toujours sur le canapé, mon téléphone posé sur la table basse. Quand l'écran s'est allumé avec le nom de ma mère, j'ai su ce qui m'attendait. Comment as-tu pu lui faire ça? À ta propre cousine. Nous te faisions confiance avec elle. Maman, écoute-moi. Ça ne s'est jamais passé. Elle ment. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ment. Elle est enceinte, Ethan. Elle a fait 3 tests. Elle nous a tout raconté. Comment tu es revenu à la maison? Comment tu l'as trouvée seule dans le sous-sol? Comment tu lui as mis la pression? Cette histoire est complètement inventée de toutes pièces. J'étais à la maison avec Brooke toute la nuit. Elle a des textos. Elle a écrit à une amie ce soir-là, pour dire que quelque chose de terrible s'était passé. La chronologie correspond parfaitement. Bien sûr que oui, parce qu'elle l'avait construite, pour que ça corresponde. Ces textos ne prouvent rien, si ce n'est qu'elle a planifié tout ça. Pourquoi prévoirait-elle de détruire sa propre famille? Je n'en sais rien, mais je sais que je n'ai pas fait ce qu'elle prétend. Je ne peux pas te parler en ce moment. Elle a raccroché. Les parents de Vanessa ont appelé Brooke directement, 30 minutes plus tard. Je pouvais les entendre, même si le téléphone n'était pas sur haut-parleur. Ils étaient bruyants, émotifs, agressifs. Ils ont exposé leur version, avec une précision chirurgicale. Vanessa était traumatisée. Elle avait eu trop peur de dire quoi que ce soit, pendant des semaines. Elle avait fini par avouer, après s'être effondrée en larmes. La chronologie correspondait. Elle avait des SMS. Elle avait des témoins, qui nous avaient vus seuls ensemble. Tout semblait logique, si on avait envie d'y croire. Brooke a écouté, a très peu parlé, puis a raccroché, l'air sous le choc. Ils veulent que je sache, qu'ils entament des poursuites judiciaires. Et que leur as-tu dit? Que j'avais besoin de te parler d'abord. Alors, parle-moi. Ils ont l'air vraiment convaincus. Ils ont des preuves. Pourquoi croiraient-ils qu'elle mentirait? Parce que c'est plus facile, que d'accepter que leur fille soit capable de fausses accusations. Brooke s'est levée, et a commencé à faire les 100 pas. J'ai besoin d'air. Elle a pris son manteau, et est partie. Elle est revenue 2 heures plus tard, sans dire où elle était allée. Les 3 jours suivants, ont été un véritable cauchemar. La nouvelle s'est répandue dans la famille. Des cousins avec qui j'avais grandi, ont cessé de répondre à mes textos. Ma grand-mère a appelé en pleurant, disant qu'elle ne comprenait pas comment c'était possible. Des amis de l'église, ont commencé à m'éviter sur le campus. Brooke était distante, elle dormait dans la chambre d'amis, et me parlait à peine. Elle allait à ses stages à l'hôpital, rentrait, étudiait en silence, et allait se coucher, sans me souhaiter bonne nuit. Le 4e jour, je suis rentré de mon dernier examen final, et j'ai trouvé sa valise près de la porte. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace, parce que tout cela était trop lourd à porter. J'ai essayé de la retenir, en lui rappelant qu'elle était ma femme, et qu'elle devrait me croire, mais elle ne pouvait pas s'y résoudre. Avec toute ma famille convaincue de ma culpabilité, et Vanessa affirmant détenir des preuves, Brooke a déclaré qu'elle se protégeait d'une situation qu'elle ne comprenait pas.
Elle a pris sa valise, a hésité sur le pas de la porte, et a dit que si j'étais innocent, la vérité éclaterait. Puis, elle est partie. La fermeture de cette porte mettait fin à 8 mois et 4 jours de mariage, tout ça à cause d'un mensonge. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental venait de basculer. Personne n'allait attendre des preuves, ou la vérité. L'accusation tenait lieu de verdict, et je n'avais aucune idée de la façon de me battre contre ça. L'université m'a convoqué, une semaine plus tard. Quelqu'un avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel, non pas Vanessa, mais quelqu'un qui avait entendu parler des allégations, et qui affirmait que cela créait un environnement dangereux sur le campus. Je me suis assis en face de la doyenne, pendant qu'elle m'expliquait que des accusations de cette nature suscitaient des inquiétudes pour les autres étudiants. Il n'y a eu aucun rapport de police, aucune véritable enquête. La plainte indique que l'incident présumé s'est produit, alors que vous aviez accès aux ressources du campus et aux logements familiaux. Cela nous donne juridiction. Étant donné la délicatesse de la situation, nous recommandons fortement un congé volontaire. Volontaire, n'est-ce pas? Mes amis ont cessé de répondre à mes messages. Des personnes que je connaissais depuis la maternelle traversaient la rue lorsqu'ils me voyaient. L'église où j'avais été baptisé m'a envoyé une lettre, me demandant de ne plus assister aux offices. J'ai engagé un avocat, avec de l'argent emprunté. Il s'est montré réaliste. Sans preuve physique, de toute façon, ça devient sa parole contre la vôtre. Le test de paternité, quand le bébé naîtra, prouvera qu'il n'est pas de vous. Mais les dégâts sont déjà faits. Donc, je dois juste attendre 7 mois de plus. Vous pourriez porter plainte pour diffamation, mais cela demande un argent que la plupart des gens n'ont pas. D'ici à ce que vous laviez votre nom, vous seriez sur la paille. Il avait raison. Vanessa a accouché en juillet. Un garçon. Elle l'a appelé Owen. Mon avocat a essayé d'organiser un test de paternité. L'avocat de Vanessa a fait traîner les choses, des excuses médicales, des assignations ignorées, des retards de procédure, que le tribunal validait à chaque fois. Chaque audience coûtait un argent que je n'avais pas. Au 4e mois, mon avocat a demandé une provision que je ne pouvais pas payer, et il s'est retiré de l'affaire. J'ai essayé de me représenter moi-même, mais le système n'avait pas besoin que je sois coupable. Il avait seulement besoin que je sois ruiné. En janvier, j'étais sans un sou, sans amis, et à 3 jours d'être expulsé. Brooke avait demandé le divorce. Mes parents avaient changé les serrures de chez eux. Mon école d'ingénieur m'a envoyé une lettre d'exclusion. J'aurais pu continuer à me battre. J'aurais fini par trouver un moyen d'imposer le test. Mais à quoi bon? Même si le test prouvait mon innocence, tout le monde s'en ficherait. Le mal était fait. Ma vie était déjà anéantie. Un pote de ma première année d'université, Greg, avait déménagé à Seattle après l'obtention de son diplôme. Quand je l'ai appelé, désespéré et sans aucune option, il n'a pas hésité. Viens ici. Je peux te trouver du travail, à l'usine de pièces aérospatiales où je suis inspecteur qualité. Ça paie bien. Personne ne connaît ton histoire. J'ai tout entassé dans ma Ford cabossée, et j'ai conduit vers l'ouest. 3 jours d'autoroute, et de nourriture de station-service. Seattle était différente. La pluie, les montagnes, cette culture des gens qui se mêlent de leurs affaires. Greg m'a fait embaucher, comme technicien en contrôle qualité. Le travail était méticuleux, et exigeant mentalement, il s'agissait d'inspecter des composants aérospatiaux, à la recherche de défauts microscopiques. Il fallait être totalement concentré, sinon on risquait de manquer un détail critique. J'ai loué une chambre, dans une maison avec 3 autres gars. J'ai fait des heures supplémentaires, chaque fois que c'était possible. J'ai économisé le moindre euro. La nuit, la colère remontait à la surface. Ce n'était pas une explosion, juste une rage froide et patiente. Je repassais en boucle les accusations, la façon dont tout le monde s'était retourné contre moi en un instant. Brooke, faisant ses valises sans se battre. Mais, je ne pouvais pas me laisser consumer par ça. Avancer, cela signifiait vraiment aller de l'avant. Au bout de 6 mois, Greg m'a fait découvrir l'escalade. Tu as besoin de quelque chose qui demande une concentration absolue. Un sport où penser à autre chose signifie faire une chute.
Il avait raison. Suspendu à une paroi à 12 mètres de haut, toute mon attention se réduisait à la prochaine prise. Je suis devenu bon. J'ai commencé à y aller 5 fois par semaine. Je me suis fait des connaissances, mais je gardais tout le monde à distance. Au bout de 2 ans, je me suis inscrit au cours du soir, à l'université locale. Un seul cours au début, des mathématiques avancées. Le professeur a remarqué que j'étais plus âgé que l'étudiant moyen. Vous avez de l'avance sur tout le monde. Avez-vous envisagé de postuler à l'université de Washington? Ils ont un programme pour les étudiants aux parcours atypiques. L'idée me terrifiait. Retourner dans le milieu universitaire signifiait risquer d'être démasqué, mais cela signifiait aussi récupérer quelque chose que Vanessa m'avait volé. J'ai postulé, j'ai été accepté, et j'ai commencé à suivre 2 cours par semestre, tout en travaillant à temps plein. Un rythme brutal. Des journées de travail de 12 heures, suivies de 3 heures de séminaire, mais chaque devoir terminé comptait. 3 semaines après le début de mon premier semestre à l'université de Washington, un gamin assis à côté de moi en mécanique appliquée, m'a demandé d'où j'avais été transféré. De l'université d'État, sur la côte est. Cool. Pourquoi tu as changé? La question était anodine, amicale. Des histoires de famille. C'est nul, mec. Ma cousine a dû. Je dois aller aux toilettes. Je suis sorti, et je suis resté dans le couloir, le dos appuyé contre le carrelage froid du mur, respirant avec difficulté. Un professeur qui passait, m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, je suis retourné en classe, et je suis resté assis pendant 2 heures de cours, sans entendre un seul mot. Cette nuit-là, j'ai fait de l'escalade jusqu'à ce que mes mains saignent. À l'été 2017, ma 3e année à Seattle, j'ai réalisé que j'avais passé une semaine entière, sans penser à Vanessa. Puis 2 semaines. La colère n'avait pas disparu. Elle avait juste cessé d'être le centre de tout. J'ai rencontré Nora, à la salle d'escalade. Elle essayait une voie que j'avais terminée la semaine précédente, mais sa technique était complètement mauvaise. Après l'avoir regardée échouer 3 fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. La répartition de ton poids n'est pas bonne. Tu essaies de passer en force, au lieu d'utiliser tes jambes. Elle m'a regardé, en sueur et frustré. Et tu es un expert? Je grimpe ici depuis 3 ans. Montre-moi. Alors, je lui ai montré l'enchaînement. Elle a réessayé, a ajusté son approche, et a réussi à avancer de 3 prises supplémentaires. Mieux. Moi, c'est Ethan. Nora. Nous avons commencé à grimper ensemble. C'était une graphiste de Californie. Son ouverture d'esprit concernant sa vie m'a fait prendre conscience à quel point je m'étais renfermé. Au bout de 6 mois, elle m'a invité à prendre un café. J'ai l'impression qu'on est plus que des partenaires d'escalade. Ou bien, je me fais des idées? Je voulais dire oui, mais l'idée de faire confiance à quelqu'un me faisait paniquer. J'ai des problèmes de confiance. Une histoire compliquée. Tout le monde a un passé. La question est de savoir si tu vas le laisser définir ton avenir. Nous avons commencé à sortir ensemble, doucement. Je lui ai parlé de mon divorce, du fait d'avoir été faussement accusé, et contraint de quitter la fac, mais je ne suis pas entré dans les détails. Et si elle pensait que je l'avais vraiment fait? Elle s'est montrée patiente, et ne m'a pas forcé la main. Avec le temps, mes murs ont commencé à s'effondrer. 2 ans plus tard, au printemps 2019, j'ai obtenu mon diplôme. 7 ans après avoir quitté mon programme initial, j'ai marché sur l'estrade. Greg et Nora m'ont applaudi depuis le public. Mes parents auraient dû être là. J'ai décroché un emploi, dans une société de conseil en énergie renouvelable. Le salaire était solide, le travail avait du sens. Nora et moi avons emménagé ensemble. Nous avons adopté un chien, nommé Copper. Nous avons créé une vie totalement séparée, de tout ce que j'avais laissé derrière moi. En 2023, 10 ans après ma fuite, je pensais rarement à mon ancienne vie. Mes parents avaient mon adresse email, mais ne l'avaient jamais utilisée. Le fils de Vanessa, Owen, devait avoir 10 ans, et grandissait en croyant que son père l'avait abandonné. Parfois, je me demandais si quelqu'un remettait son histoire en question, ou si mes parents ressentaient de la culpabilité. Mais globalement, j'étais passé à autre chose.
Puis, en novembre 2023, Facebook m'a envoyé une notification. C'était un vendredi matin, pendant que je préparais mon café avant le travail. Je faisais défiler l'écran de mon téléphone, quand je l'ai vu. Vous avez été identifié dans une publication. Le compte appartenait à quelqu'un du lycée, dont je me souvenais à peine. La publication était une annonce de décès. J'ai le cœur brisé d'annoncer que Catherine est décédée hier. Cérémonie samedi, à l'église Saint-Marc. Elle laisse dans le deuil son mari James, et ses petits-enfants. Catherine, c'était ma mère. La tasse de café m'a glissé des mains. Nora est arrivée en courant. Que s'est-il passé? Je ne pouvais pas parler. Je me contentais de fixer l'écran. Ma mère était morte. Elle était morte depuis une journée entière, avant que quelqu'un ne pense à m'identifier sur Facebook. Ma mère est morte. Les funérailles avaient lieu le lendemain, à plus de 1000 kilomètres de là. Je n'avais parlé à aucun de mes parents, depuis plus d'une décennie. Je n'avais pas été invité. Je dois y aller. Après tout ce qu'ils ont fait, je dois le voir de mes propres yeux. Sinon, ça va me ronger de l'intérieur. L'avion a atterri le samedi matin. J'ai loué une voiture, et j'ai conduit sur ces autoroutes familières. Mes mains tremblaient sur le volant. L'église Saint-Marc n'avait pas changé. Je suis resté assis sur le parking pendant 20 minutes, avant d'entrer. Le sanctuaire était bondé. Je me suis glissé dans la dernière rangée. Le cercueil était à l'avant, fermé, entouré de fleurs. Mon père était assis sur le premier banc, les épaules voûtées. Ma tante et mon oncle étaient à côté de lui. Au deuxième rang, il y avait Vanessa, avec un préadolescent qui devait être Owen. Elle avait vieilli, les cheveux plus courts, le visage plus rond. Elle pleurait dans un mouchoir, s'appuyant sur un homme que je ne reconnaissais pas. Owen avait l'air de s'ennuyer dans son costume. La cérémonie a commencé. Le pasteur a prononcé un éloge funèbre, sur la gentillesse de ma mère. Des gens se sont levés, pour partager leurs souvenirs. Mon père a essayé de parler, mais s'est effondré en larmes. Mon oncle a terminé pour lui. Ensuite, il y a eu une réception dans le sous-sol de l'église. J'aurais dû partir. J'aurais dû sortir directement, mais j'avais besoin de voir mon père de près. J'avais besoin de quelque chose, que je ne saurais nommer. Je suis descendu, j'ai pris un café, et je me suis placé près du mur. Ethan. Je me suis retourné. Brooke se tenait là, les yeux écarquillés. Elle avait l'air différente, les cheveux plus longs, avec une alliance au doigt. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus. Un silence gênant s'est installé entre nous. Je suis désolé pour ta mère. Comment vas-tu? Bien. Je suis à Seattle. Je suis consultant dans les énergies renouvelables. C'est bien. Je me demandais ce que tu étais devenu. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, et a baissé la voix. Je suis resté en contact avec ton père après le divorce. Il m'appelait parfois. Je crois qu'il se sentait coupable. Alors, au fil des ans, j'ai entendu des choses qui expliquaient tout. Petite ville, église, communauté, et la culpabilité qui maintient les liens vivants. Owen a fait un test ADN. Tout s'est arrêté. Quoi? L'année dernière, pour un projet d'école, sur l'ascendance et les antécédents médicaux génétiques. Vanessa a fini par accepter l'un de ses kits. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Les résultats n'ont montré aucune correspondance familiale. Aucun des proches attendus de ton côté n'est apparu, pas même des parents éloignés qui auraient dû s'y trouver. Quand Owen a vu ça, et a commencé à poser des questions, Vanessa a fini par admettre que tu n'étais pas le père. Elle couchait avec son superviseur au travail. Et quand elle est tombée enceinte, elle a paniqué. Tu étais pratique. Assez proche, pour que les gens y croient. Qui d'autre est au courant? Tes parents l'ont découvert il y a environ 8 mois. Vanessa a avoué, après qu'Owen l'ait confronté avec les résultats. Ton père voulait te contacter, mais ta mère était déjà malade à ce moment-là. Un cancer de stade 4. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment t'affronter, après ce qui s'était passé. Elle est morte sans même essayer. Alors, elle savait. Elle savait depuis 8 mois, et ne m'avait jamais contacté. Elle avait simplement laissé la culpabilité la ronger,
jusqu'à ce que la maladie termine le travail. Et Vanessa. Brooke avait l'air misérable. Elle vit toujours ici. Elle agit toujours, comme si elle n'avait pas détruit ta vie. J'ai posé mon café, avant de le balancer à travers la pièce. De l'autre côté de la salle, Vanessa riait de quelque chose, complètement à l'aise. Owen était sur son téléphone. Est-ce qu'Owen connaît toute l'histoire? Je ne crois pas. Vanessa lui a dit que son père biologique ne voulait pas s'impliquer. Encore des mensonges. Merci de me l'avoir dit. Je dois y aller. Je me suis éloigné de Brooke. J'ai marché droit vers Vanessa. Les gens s'écartaient sur mon passage. Vanessa m'a vu arriver. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Ethan, je ne pensais pas. Dis-leur. Ma voix était basse, mais portait loin. Les gens autour se sont arrêtés de parler. Dis à tout le monde ici, ce que le test ADN a montré. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Tu as détruit ma vie avec un mensonge. Ma mère est morte, sans jamais laver mon nom, à cause de toi. Dis-leur la vérité, ou je le ferai. Le mari de Vanessa s'est avancé. Tu dois te calmer. Ça ne vous concerne pas. Je n'ai pas quitté Vanessa des yeux. Dis-leur ce que le test a prouvé. Mon père s'est frayé un chemin à travers la foule. De près, il avait l'air vide. Fils. Ne m'appelez pas comme ça. Vous avez renoncé à ce droit, il y a 10 ans. Je sais. Je sais ce que nous avons fait. Il n'y a aucune excuse. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de la croire, plutôt que votre propre fils, sans l'ombre d'une preuve. Ma tante a essayé d'intervenir. Ethan, nous sommes désolés. Désolé? J'ai perdu ma femme, mes études, ma maison, toute ma vie. J'ai dû tout recommencer avec rien, parce que vous avez tous décidé que j'étais coupable. Vanessa pleurait maintenant. Owen avait levé les yeux de son téléphone, et observait la scène, avec des yeux ronds et confus. Le test ADN, ai-je dit, assez fort pour toute la salle. Dis-leur ce qu'il a révélé. La voix de Vanessa est sortie, brisée. Il a révélé. Qu'Owen n'est pas à toi. J'ai menti. Tu n'as jamais été le père. J'ai menti sur toute la ligne. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Seuls les sanglots de Vanessa remplissaient le silence. Je me suis tourné vers Owen. Ta mère a menti sur l'identité de ton père, pour dissimuler ses propres erreurs. Je déteste que ce soit toi, qui l'apprenne de cette façon, mais tu mérites de savoir la vérité. Ethan, s'il te plaît, a balbutié Vanessa. Ne fais pas ça à Owen. C'est toi qui lui as fait ça, quand tu as bâti sa vie sur des mensonges. J'ai regardé mon père, une dernière fois. Maman connaissait la vérité depuis 8 mois, et n'a jamais cherché à me contacter. Vous non plus. Vous n'avez pas le droit de vous excuser, maintenant qu'elle est partie. Puis, je suis sorti. Le vol de retour vers Seattle est passé comme dans un brouillard. Nora est venue me chercher, a jeté un seul coup d'œil à mon visage, et m'a pris dans ses bras. Cette nuit-là, je lui ai tout raconté. L'histoire complète, que je n'avais jamais totalement partagée. Elle a écouté sans m'interrompre. Tu devrais la poursuivre en justice. Ce qu'elle a fait, c'est de la diffamation. Tu as perdu des années de ta vie. Peut-être. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Quelqu'un avait filmé la confrontation, et l'avait postée en ligne. La vidéo était granuleuse, mais assez claire. Vanessa avouant qu'elle avait menti. Mon père reconnaissant qu'il m'avait laissé tomber. Owen découvrant la vérité. La vidéo est devenue virale, sur les réseaux sociaux de ma ville natale. La plupart des gens condamnaient Vanessa. D'autres la défendaient, disant que je n'aurais pas dû faire un scandale à des funérailles. Mon père a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé. Cette fois, j'ai répondu, quoi? Pour m'excuser. Pour t'expliquer. Il avait l'air épuisé. Je l'ai laissé parler. Quand Vanessa est venue nous voir, elle était si convaincante. Elle avait des dates, des détails, des textos à une amie. L'idée qu'elle puisse mentir sur une chose pareille, nous paraissait impossible. Donc,
croire que votre fils agresserait sa cousine était plus plausible. Nous t'avons fait défaut. Ta mère était dévastée quand nous l'avons découvert. Elle voulait te contacter, mais la maladie était agressive. Elle a manqué de temps. Une part de moi se sentait vengée. Une part plus sombre en moi était heureuse qu'elle ait souffert. Et pour Vanessa? Elle et son mari parlent de déménager. La vidéo l'a rendue très impopulaire. Owen vit des moments difficiles. Tant mieux. J'espérais que nous pourrions nous parler davantage, un de ces jours. Je ne sais pas si je pourrai un jour vous faire confiance à nouveau. C'est de bonne guerre. Si tu changes d'avis, je serai là. Nous avons raccroché. Au cours des semaines suivantes, d'autres personnes de mon passé m'ont contacté. Des excuses, des justifications. Ma tante et mon oncle ont envoyé une carte, avec un chèque de 85 000 €. L'argent de la culpabilité. Je l'ai renvoyé. Owen m'a surpris, avec un message sur Facebook. Je sais qui tu es. Je suis désolé pour ce que ma mère a fait. J'aimerais pouvoir réparer ça. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Ce n'était qu'un gamin. Je lui ai répondu. Tu n'as pas à t'excuser. Ce que ta mère a fait était son choix, pas le tien. Tes sentiments sont légitimes. Est-ce que tu lui as pardonné? Non, et je ne pense pas le faire un jour, mais je travaille à ne pas laisser ce qu'elle a fait définir le reste de ma vie. Nous avons échangé quelques messages de plus. Il a posé des questions sur Seattle, l'ingénierie, ma reconstruction. Nora et moi avons parlé de poursuites judiciaires. Nous avons consulté un avocat. Vous avez un solide dossier en diffamation. La confession virale crée de nouvelles déclarations condamnables, qui relancent certains délais de prescription. De plus, elle a activement dissimulé la vérité pendant plus d'une décennie, ce qui suspend la prescription. Des mensonges documentés, qui ont causé un préjudice mesurable. Quelle est la procédure? Longue et coûteuse, mais vu la vidéo virale, et ses aveux clairs, vous gagneriez probablement. La question est de savoir, si vous voulez passer la prochaine année, dans les salles d'audience. J'y ai réfléchi pendant des semaines. Puis, j'ai pris ma décision. Je porte plainte, non pas pour l'argent, mais pour laver mon honneur, pour qu'il soit officiellement inscrit, que Vanessa était une menteuse, et que j'étais innocent. La phase d'enquête préliminaire a été brutale. Mon avocat a assigné tout le monde à comparaître, et a tout exigé, les SMS, les dossiers médicaux, les témoignages, mes relevés de notes, les demandes de tests de paternité repoussées. Et c'est là que nous l'avons trouvé. Caché dans les anciens textos de Vanessa, des conversations avec ma tante Michelle. Ma tante l'avait coaché. Les SMS montraient ma tante, aidant Vanessa à construire la chronologie, suggérant des détails pour rendre l'histoire crédible. Elle lui disait de mentionner spécifiquement Thanksgiving, parce que plusieurs personnes nous avaient vus ensemble. Elle lui disait de pleurer, en l'annonçant à ses parents, et de repousser le test de paternité le plus longtemps possible. Mon avocat m'a regardé depuis l'autre côté de son bureau, tenant les impressions à la main. Votre tante a orchestré tout ça. Elle savait que Vanessa couchait avec son patron marié. Elle savait que la grossesse ferait scandale. Alors, elle l'a aidé à vous piéger, pour protéger la réputation de Vanessa. Pourquoi moi? Vous étiez l'idéal. Un jeune homme, qui avait accès à la maison. Elle savait que vos parents croiraient leur sœur plutôt que vous. Nous avons ajouté ma tante à la plainte. Les dépositions étaient prévues pour avril. J'ai pris un vol pour y assister. Vanessa est arrivée avec l'air abattu, accompagnée de son avocat. Ma tante avait l'air furieuse. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il a étalé les textos, les a lus à voix haute pour le procès-verbal, et a montré exactement comment ma tante avait guidé Vanessa, à travers chaque mensonge. Vanessa a craqué, au bout de 20 minutes. J'avais peur. J'étais tombée enceinte de mon patron marié, et ma mère a dit que si je l'admettais, je serais ruinée. Elle a dit qu'Ethan était la cible parfaite, parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec moi, et que personne ne poserait de questions. Elle a dit que la famille nous soutiendrait, et que finalement, ça se tasserait. Et avez-vous eu le moindre contact de cette nature avec Ethan? Non, jamais. J'ai menti sur toute la ligne. L'avocat de ma tante a essayé de s'y opposer.
Il a prétendu que les textos étaient sortis de leur contexte. Mon avocat a fait taire ça immédiatement. Votre cliente a systématiquement construit de fausses accusations pour protéger la réputation de sa fille. Elle a détruit la vie d'un innocent. Il n'y a aucun contexte qui rende cela acceptable. Après la déposition, mon avocat a déposé une requête d'urgence pour un jugement sommaire, basé sur les aveux de Vanessa et les preuves écrites. Mais nous n'avions pas fini de creuser. Dans le cadre de l'enquête, nous avions demandé les dossiers médicaux de ma mère. Une procédure de routine pour établir la chronologie. Mon père, en tant qu'exécuteur testamentaire de sa succession, a autorisé leur diffusion. Les dossiers comprenaient des notes de ses séances de soutien psychologique. Mon avocat m'a appelé, 3 jours après les avoir reçus. Ethan, il y a quelque chose dans les dossiers de votre mère. Des notes de ses séances de thérapie. Elle a parlé de vous. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit à son thérapeute qu'elle était au courant du mensonge de Vanessa depuis 8 mois avant sa mort. Que Michel lui avait avoué ce qu'elles avaient fait. Votre mère voulait vous contacter, mais Michel l'a menacée. Menacée comment? Michel a dit à votre mère que si elle vous contactait, Michel dirait à tout le monde que votre mère était au courant d'une liaison que votre père a eue, il y a des années, et qu'elle l'avait couverte. Un vieux scandale de famille. Michel n'avait pas besoin de preuves. Elle avait l'Église. Elle avait les ragots. Votre mère a choisi de protéger la réputation de votre père, plutôt que de laver votre honneur. Alors, elle m'a laissé vivre en exil, pour protéger mon père. D'après les notes, oui. Elle était déchirée par ça. Les notes du thérapeute indiquent une dépression et une culpabilité importante, mais elle n'a jamais franchi le pas. Je suis resté assis dans son bureau, incapable de digérer ça. Ma mère avait fait le mauvais choix, elle avait préféré la réputation de mon père à ma propre vie, puis elle était morte sans réparer son erreur. Est-ce que mon père est au courant de ça? Je l'ignore, mais les notes du thérapeute montrent clairement que votre tante travaillait activement pour empêcher votre famille de renouer avec vous. J'ai repris l'avion pour aller confronter mon père. À l'improviste, je me suis juste pointé à sa porte. Il a ouvert, paraissant 10 ans de plus qu'aux funérailles. Ethan, je ne m'attendais pas. Saviez-vous que maman connaissait la vérité sur Vanessa, 8 mois avant sa mort? Son visage est devenu pâle. De quoi est-ce que tu parles? Michel le lui a dit. Elle a avoué ce qu'elles avaient fait, et ensuite, elle a menacé maman pour la faire taire. Une histoire concernant une liaison que vous avez eue, et que maman aurait couverte. Michel a dit qu'elle la dévoilerait au grand jour, si maman me contactait. Il s'est assis lourdement sur le canapé, et a caché son visage dans ses mains. Il n'y a pas eu de liaison. Michel a tout inventé. Mais ta mère l'a cru, parce que Michel tenait l'église. Une seule rumeur de sa part, et c'est tout le monde social de ta mère, qui s'effondrait. Ta mère était terrifiée, alors, elle a gardé le silence. Et vous ne saviez rien de tout ça? Pas avant sa mort. J'ai trouvé un journal intime dans ses affaires. Elle y écrivait comment la culpabilité la rongeait vivante. Je suis resté là, à regarder cet homme brisé. Donc, Michel nous a tous détruits. Et maman l'a laissé faire. Ta mère a fait un choix terrible. Elle a fait le mauvais choix, mais elle était malade, elle avait peur, et Michel l'avait acculée. Elle aurait dû m'appeler quand même. Je me serais occupé de Michel. Je sais. Je suis tellement désolé pour tout ça. Je l'ai regardé une dernière fois. Je pourrais peut-être vous pardonner un jour, mais je ne lui pardonnerai jamais d'être morte sans avoir essayé. Je suis parti. Nous nous parlons occasionnellement, maintenant. De brefs appels tous les quelques mois. Ce n'est pas une réconciliation, mais c'est déjà ça. L'affaire s'est conclue en août, lorsque le juge a rendu un jugement sommaire en ma faveur. Le juge a statué que Vanessa avait sciemment porté de fausses accusations avec l'aide de sa mère, causant un préjudice grave et mesurable, et m'a accordé 430 000 € de dommages et intérêts. Le jugement incluait une rétractation publique ordonnée par le tribunal, dans les termes du règlement. Vanessa a accepté de publier sur les réseaux sociaux une déclaration reconnaissant qu'elle avait menti à mon sujet, que je ne l'avais jamais agressée, et qu'elle avait été coachée par sa mère, pour fabriquer ces accusations. Ma tante a été condamnée à payer 200 000 € supplémentaires de dommages punitifs,
pour son rôle dans l'orchestration de cette machination. Cet argent n'a rien changé. Il ne m'a pas rendu ces 10 années. Il n'a pas ramené ma mère à la vie, pour que je puisse lui dire à quel point elle m'avait fait souffrir. Mais, c'était une preuve. Un document officiel. L'université m'a envoyé une lettre, proposant de restaurer mon dossier scolaire. J'ai refusé. En revanche, j'ai envoyé une copie du jugement à quelques personnes spécifiques. La doyenne qui m'avait forcé à partir. Le pasteur qui m'avait dit de ne plus revenir à l'église. Pas à tout le monde, juste à ceux qui avaient eu du pouvoir, et qui l'avaient utilisé contre moi. La plupart n'ont pas répondu. L'un d'eux a envoyé de brèves excuses, qui ressemblaient plus à de l'autoprotection, qu'à de vrais remords. Owen m'a recontacté une fois de plus. 3 mois après la conclusion de l'affaire, juste avant mon mariage, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, avec l'indicatif régional de ma ville natale. J'ai répondu. Ethan, c'est Michel. Ma tante. La femme qui avait tout orchestré. J'aurais dû raccrocher immédiatement. Que voulez-vous? Je voulais m'excuser correctement, en face à face. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te le demande quand même. Je serai à Seattle pour le travail, la semaine prochaine. Pourrions-nous nous voir, autour d'un café? Tous mes instincts hurlaient de dire non, mais une partie de moi voulait la voir se tortiller. Très bien. Jeudi, à 14 h. Il y a un café en centre-ville, sur la 4e avenue. J'en ai parlé à Nora, le soir même. Elle a tout de suite été contre. Pourquoi lui accorder la satisfaction de lui consacrer de ton temps? Parce que je veux la regarder dans les yeux, une dernière fois. Je veux qu'elle voie, qu'elle ne m'a pas brisé. Le jeudi est arrivé. Je me suis pointé avec 10 minutes d'avance, j'ai pris une table vers le fond, et j'ai surveillé la porte. Elle est entrée à 14 h pile. Elle avait terriblement vieilli, depuis les dépositions, il y a quelques mois. Les cheveux grisonnants, le visage creusé par le stress, les épaules voûtées. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. Merci d'avoir accepté de me voir. Je ne me suis pas levé. Je ne lui ai pas proposé à boire. Je suis juste resté assis là, et j'ai attendu. Elle s'est pris un café, et est revenue à la table. Ses mains tremblaient légèrement, au moment de s'asseoir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends à rien. Je voulais juste te dire, que je suis désolé pour tout ça. Vous n'avez pas juste laissé les choses arriver. Vous les avez provoquées. Il y a une différence. Je sais. Tu as raison. Elle a pris une inspiration tremblante. Vanessa était ma fille. Elle avait fait une erreur avec cet homme marié, et j'ai paniqué. J'ai pensé que si les gens l'apprenaient, ça la détruirait. Que ça ruinerait la réputation de notre famille à l'église. Alors, je l'ai aidé à créer une solution. Une solution qui m'a détruit, moi. Je me disais que ce serait temporaire. Qu'une fois les résultats du test de paternité arrivés, tout le monde réaliserait que ce n'était pas toi. Je n'ai jamais pensé. Vous n'avez jamais pensé aux conséquences, tout court. Sa tasse de café a tremblé contre la soucoupe, quand elle l'a reposée. Les dommages que nous payons, nous conduisent à la faillite. Roger m'a quitté. Ma fille ne me parle plus. Owen ne nous adresse pratiquement plus la parole. Tout le monde à l'église sait ce que j'ai fait. J'ai perdu mon travail. Tant mieux. Vous devriez tout perdre. Vous m'avez tout pris. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je voulais juste que tu saches que je souffre, moi aussi. Vous pensez que je suis venu ici, pour que vous vous sentiez mieux. Pour vous dire que c'est bon, et que vous êtes pardonné? Non. Je voulais juste. J'avais besoin que tu saches, que je suis désolé. Que si je pouvais revenir en arrière. Je me suis penché en avant, en gardant la voix basse. Vous avez détruit la vie entière d'un gamin de 22 ans, pour protéger la réputation de votre fille. Vous l'avez coachée pour qu'elle mente. Vous l'avez aidé à accuser un innocent d'agression. Vous m'avez regardé tout perdre, et vous n'avez rien dit pendant 10 ans. Une femme à la table d'à côté, nous a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Vous ne vous êtes pas manifesté, quand ma mère était mourante. Vous ne vous êtes pas manifesté,
quand Owen a fait ce test ADN. Vous n'avez avoué que lorsque vous avez été prise au piège. Ce ne sont pas des remords. C'est de la lâcheté. Elle sanglotait ouvertement maintenant. Je sais que je ne peux pas réparer ça, mais j'avais besoin d'essayer. Vous n'êtes pas ici pour moi. Vous êtes ici pour vous. Si vous vous souciez réellement de faire amende honorable, vous vous seriez dénoncé en 2014. Je me suis levé. Nous avons terminé. Profitez bien de votre faillite. Ethan. Je t'en prie, non. Rentrez chez vous, et restez-y. Je suis sorti, la laissant assise là, à pleurer dans son café pendant que des inconnus la regardaient. Nora m'a demandé comment ça s'était passé, quand je suis rentré à la maison. Elle voulait le pardon. Je lui ai servi la réalité. Bien. Elle ne mérite pas ta clémence. Ce fut la dernière fois que j'ai vu Michel, et le dernier contact avec ce côté de la famille, à l'exception de quelques messages avec Owen. 2 semaines plus tard, Nora et moi nous sommes mariés. Une petite cérémonie à la montagne, près de Seattle. Greg était mon témoin. Personne de mon ancienne vie n'était là. En regardant Nora marcher vers moi, la colère s'est finalement transformée en quelque chose de vivable. Pas du pardon, juste de l'acceptation. Vanessa a déménagé après le jugement. Divorcée, elle tire le diable par la queue. Le nom de ma tante a été ruiné. Mon père et moi nous parlons parfois. Owen a retrouvé son vrai père, et j'en suis heureux. Vanessa a essayé de contester sa rétractation, quelques mois plus tard, elle a été condamnée pour outrage au tribunal, et a fini en faillite. Les gens me demandent si je me sens mal. Ce n'est pas le cas. Je n'en suis pas fier non plus, juste fatigué. La vie est belle maintenant. Une maison, une carrière, de vrais amis, des projets d'enfants. Ils ont essayé de m'effacer. J'ai continué à construire. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer toujours plus d'histoires de qualité. Merci.